Et donc, j'ai le plaisir d'introduire Jorge Morales. Jorge Morales est docteur en musicologie de l'Université de Paris-Sorbonne et la Sapienza de Rome. Il a fait sa thèse en co-tutelle sous la direction, si je ne me trompe pas, de Massimo Privitera et Raphaël Legrand, sur le compositeur Sigismondo d'India, avec un focus particulier sur ses madrigaux, mais aussi sur tous les contextes politiques et culturels dans lesquels il a travaillé. Donc les recherches de Jorge Morales ont toute une dimension archivistique qu'il fait dialoguer avec la musique. Et Jorge, tu en as tiré un livre qui est paru maintenant il y a 2 ans, si je me trompe, non, l'année dernière, sur Sigismondo d'India, publié chez Brepols, et le titre est assez éloquent du projet scientifique, Sigismondo d'India et ses mondes. Donc c'est vraiment l'idée de ses mondes et pas son monde, de remettre justement Sigismondo d'India dans un réseau lui aussi très multipolaire, même si Turin y tient une place essentielle. Et actuellement, tu travailles toi aussi sur le sujet du mécénat ou du patronage cardinalis, avec une affection toute particulière, si je ne me trompe pas, pour Maurice de Savoie. Et là, aujourd'hui, tu vas nous parler du marquis Ludovico San Martino d'Allier, ambassadeur et intermédiaire culturel à la Maison de Savoie au début du XVIIe siècle. C'est à toi. Merci Catherine pour cette présentation. Et donc voilà, je vais vous parler de cet ambassadeur qui est un personnage très intéressant, on va le voir. Dans la société de cour de l'Italie du XVIIe siècle, les relations entre musiciens et les princes protecteurs se nouent souvent grâce à l'action d'un personnage intermédiaire dont la place au sein des réseaux nobiliaires est décisive dans le processus de création d'un événement sonore ou dans la diffusion d'une œuvre musicale. À la fois agent culturel et agent politique, gravitant dans l'entourage des musiciens et des cours, ces médiateurs diplomatiques, ambassadeurs ordinaires, extraordinaires, résidents, maîtres de chambre, gentilshommes ou secrétaires, sont une pièce clé de l'échange culturel et du transfert musical entre les cours. C'est le cas du marquis Ludovico San Martino d'Allier, 1578-1646, ambassadeur et figure de premier plan à la cour de Turin, mais également homme de lettres et intermédiaire de musiciens. Cette communication propose d'étudier le rôle qu'a joué ce personnage dans l'imbrication entre art diplomatique et art musical à la Maison de Savoie au début du XVIIe siècle, à travers plusieurs exemples de son rôle de diplomate et d'intermédiaire musical entre Turin et Rome. S'intéresser à la diplomatie musicale nécessite que l'on considère le caractère fonctionnel de l'objet musical et qu'on relise les sources diplomatiques, c'est-à-dire les correspondances, les registres comptables, à travers le prisme de l'histoire sociale et culturelle de la musique. Donc voilà, qui est ce personnage ? Voilà, je vous fais le portrait d'un personnage dont on n'a pas le portrait. Le marquis turinois Ludovico d'Allier est l'une des figures diplomatiques les plus influentes et les plus prestigieuses de l'aristocratie savoyarde. Un acteur essentiel des relations entre la France, Rome et la Savoie, ainsi qu'un personnage clé de la promotion de l'image du duché de Piémont-Savoie en Europe. Il est également l'auteur de nombreux poèmes dédiés à la famille de Savoie et l'un des principaux animateurs, au même titre que Giambattista Marino, qui réside à la cour de Turin entre 1605 et 1615, de la vie littéraire et intellectuelle de cette cour au début du XVIIe siècle. D'Allier se consacre en effet à l'écriture de poésie destinée aux fêtes de la cour, publiques et privées, qui se déploient dans les différents lieux de la ville. Spectacles maritimes, spectacles équestres, fables et comédies pastorales ou ballets représentatifs, notamment à l'occasion des anniversaires de naissance des princes et des princesses de cette maison. Poète attentif aux nouveautés artistiques et musicales, D'Allier peut être considéré comme l'inventeur et l'organisateur le plus important des fêtes de la cour à l'aube du XVIIe siècle,
comme l'un des artisans et l'un des promoteurs du théâtre musical naissant et des spectacles musicaux à Turin, même si peu de traces proprement musicales ont survécu. Regardons de près son rôle d'intermédiaire musical. Le rôle de médiateur musical du marquis d'Allier sera présenté en deux temps. D'abord, à partir des premières années du XVIIe siècle jusqu'à son départ pour Rome en 1623, lorsqu'il est agent courtisan des Savoies à Turin, et en deuxième partie, entre 1623 et 1628, lorsqu'il est ambassadeur à Rome, et notamment gentilhomme de chambre du cardinal Maurice de Savoie. Ludovico d'Allier, en sa qualité de maître de chambre, les années 1610 sont des années où le duché de Piémont-Savoie se transforme sur le plan culturel et politique. Un autre important médiateur de musiciens actifs à la cour de Turin, le diplomate et poète milanais Girolamo Borsieri, envoie une lettre à Ludovico d'Allier vers 1613, où il est question des compositeurs Aquilino Copini, un Milanais, et Ruggero Trofeo, un Mantuan, et organiste à la cour de Turin entre 1607 et 1614. Borsieri mentionne les compositions poétiques qu'il a envoyées à d'Allier et les difficultés de Trofeo, le musicien, à les mettre en musique. Nous avons ici un exemple de médiation musicale. Deux nobles diplomates échangent à propos de poésie destinée à être mise en musique. Leurs échanges dévoilent les répertoires qui circulent dans les différents milieux que ces diplomates relient et dans lesquels, en tant qu'hommes de lettres et amateurs éclairés de musique, ils sont eux-mêmes partie prenante, que c'est eux qui écrivent les textes. Ils participent ainsi à la diffusion et à la production de ces pratiques musicales. Donc, j'essaie de montrer un peu le processus et les imbrications entre tous ces médiateurs et la manière dont leur influence circule. Les allusions musicales dans les échanges épistolaires se trouvent insérées dans les affaires politiques et diplomatiques des nobles. Elles y sont imbriquées ou juxtaposées. Ainsi, dans une lettre que d'Allier envoie au duc Charles-Emmanuel le 19 novembre 1622, voici la lettre, lors d'une importante mission diplomatique dans le sud de la France, où les princes de la maison de Savoie ont rencontré personnellement Louis XIII, outre l'actualité politique, qui est l'objet de cette lettre, l'ambassadeur décrit le séjour du cardinal de Savoie à Avignon, où un bal fut organisé le soir par les princesses de la cour dans le logement du prélat. Voilà comment les événements musicaux et artistiques sont insérés dans la correspondance diplomatique, au détour d'une phrase qui concerne le compte-rendu diplomatique. Ludovico d'Allier, maintenant je vais passer à la partie romaine, quand l'ambassadeur est au service du cardinal de Savoie à Rome, en sa qualité de maître de la chambre de Maurice de Savoie, s'occupe de la gestion de toutes les affaires et de toutes les transactions financières concernant le prélat à Rome. Donc c'est ça que veut dire le maître de chambre, il s'occupe absolument de toutes les affaires. Il est également très impliqué dans la vie de l'Église des Piémontais et de sa confrérie, qui est petite, mais qui existe, et fait partie des membres de l'académie que le cardinal a créée le 21 novembre 1624 dans son palais à Monte Giordano, qui est un palais du cardinal Hippolyte II, pour habiter le cardinal Hippolyte II d'Este. Très important palais pour les cardinaux. Et donc voilà, d'Allier non seulement gère toutes les transactions financières, toutes les affaires du cardinal, mais aussi est impliqué dans la vie de la communauté piémontaise et dans la sociabilité du cardinal au sein de son académie. Le marquis travaille donc de concert avec le trésorier de la maison du cardinal. Effectivement, son nom apparaît dans les livres comptables en tant qu'exécuteur des paiements destinés aux musiciens pour les différents événements sonores qu'ils produisent ou auxquels ils participent, ce qui fait de lui un véritable messager entre les musiciens et le prélat. Autrement dit,
entre le mécène et le musicien, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est essentiel. C'est le cas d'Orazio Micchi dell'Arpa, musicien du cardinal Montalto, qui passe au service du cardinal de Savoie dès son arrivée pour le conclave durant l'été 1623, ou de Paolo Bisogni, joueur de luth ferrare, protégé de la famille Bentivoglio, recruté à l'automne, toujours de la même année. L'ambassadeur s'occupe donc d'assurer le vêtement, les dons et autres paiements que leur adresse le prélat. Les musiciens au service du cardinal devenant nombreux à partir de 1625, qui est une année importante, l'année sainte, et l'académie étant établie, les Dallier s'occupent aussi de leur trouver un logement et de régler leur loyer. Durant cette période, ils s'occupent aussi des transactions financières pour l'achat de plusieurs instruments de musique, 6 violes, acquises par l'intermédiaire de Michelangelo Rossi, un clavecin et un orgue portatif pour animer les événements sonores de la résidence romaine du cardinal de Savoie, lieu où se tient, j'ai dit, son académie, où l'on donne notamment concerts et ballets, des ballets qui viennent de Turin et qui sont un premier témoignage de ce type de musique à Rome. Et donc voilà un exemple de mécanisme, l'intermédiaire, l'importance de l'intermédiaire sans qui il n'y aurait pas de transfert. Il faut souligner aussi que les pages du cardinal s'exercent à la danse et jouent d'instruments de musique, activité qu'il pratique à Turin sous la direction d'un maître de ballet et d'un musicien. C'est pour cette raison, comme l'écrit toujours l'ambassadeur Dallier dans une lettre qu'il envoie au cardinal de Savoie depuis Rome le 16 juin 1629, là voilà, que les pages seront sollicités pour participer aux intermèdes d'une comédie en musique qui sera donnée par le cardinal Francesco Barberini. Donc voilà, donc il s'occupe de la gestion, mais il s'occupe aussi d'informer ce qui se passe, aussi du point de vue des pratiques musicales. L'ambassadeur, en sa qualité d'intermédiaire et suivant les instructions du cardinal de Savoie, son patron, alors protecteur de la nation française, comme le fut autrefois Hippolyte d'Este, est aussi l'artisan de la nomination du musicien romain Romano Micheli, le 15 mars 1625, comme maître de chapelle à Saint-Louis des Français. Au mois de l'année suivante, il s'occupe du paiement du loyer du chanteur pontifical Lorenzo Sanchez sur l'ordre du cardinal. Nous voyons ici que la fonction musicale de l'ambassadeur consiste à mettre en relation une nébuleuse de princes, patron, éducateur, commanditaire, spectateur, avec une multitude d'artistes, musiciens, poètes, maîtres de ballet, décorateurs, costumiers, dans le but de donner vie aux événements sonores destinés à la sociabilité principale. Lors du carnaval de l'année sainte de 1625, Maurice de Savoie finance alors la représentation d'un drame sur la vie de Saint-Eustache. Nous avons ici le portrait de Saint-Eustache, le tableau. Ce drame sacré, l'un des premiers du genre, a été composé par Sigismondo d'India, alors gentilhomme au service du prince cardinal de Savoie, sur un livret du même Dallier. Même si la partition et le livret sont aujourd'hui perdus, cet événement confirme l'attention que le diplomate porte à la poésie destinée aux nouveaux genres musicaux. C'est aussi à cette occasion que le compositeur et chanteur romain Stefano Landi entre, par l'intermédiaire de l'ambassadeur, au service du cardinal. En effet, Landi est sollicité pour s'occuper du recrutement des chanteurs et des musiciens qui ont participé à la représentation de cet oratorio, entre guillemets. Landi apparaît à nouveau dans les registres comptables du cardinal Maurice en juin 1627. Il est remboursé pour les frais des compositions musicales qu'il envoie au cardinal à Turin, qui vient de rentrer à Turin, qui vient de quitter Rome. Le castrat romain Angelo Ferrotti, élève de ce dernier, élève de Stefano Landi, est envoyé à Turin afin d'interpréter ses musiques.
C'est également le marquis d'Allier qui renseigne le cardinal Barberini, futur protecteur de Castra, sur les qualités et les défauts du chanteur en vue de son recrutement à la chapelle pontificale le 5 août 1629. Voilà, j'ai mis là tout ce qu'il fait, renseigner, recruter, négocier. Après son départ de Rome en janvier 1627, le cardinal confie toutes les affaires courantes de sa maison à l'ambassadeur, y compris les affaires musicales, notamment parce que le cardinal pense qu'il va revenir tôt, enfin qu'il va partir pour quelques mois, mais en réalité il revient seulement en 1635. En effet, Dallier réalise l'acquisition de plusieurs violons par l'intermédiaire du musicien français Francesco Farinel et cherche à faire venir sans succès Orazio dell'Arpa dans le Piémont, mais parvient à recruter Paolo Bisogni en septembre 1627, ainsi que l'année suivante pour la représentation à Turin de la fable d'Arion, que le luthiste a mis en musique pour les festivités de l'anniversaire de Christine de France, le 10 février 1628. Voilà, nous voyons comment l'ambassadeur est le moteur de cette circulation entre Rome et Turin, et toutes les modalités, toutes les conséquences de cette mobilité. Au début de l'année suivante, en 1629, Dallier tente de négocier avec Bisogni, le luthiste, afin qu'il se rende à Turin en même temps que Michelangelo Rossi et le peintre Gian Giacomo Sementi, et dont vous avez un tableau, pour les fêtes du carnaval. Considérant que la paye n'était pas assez bonne, Bisogni ne réalise pas le déplacement, ce qui a pour effet de détériorer ses relations avec l'ambassadeur et le cardinal, bien sûr. Son impertinence et son ingratitude, c'est comme ça que l'ambassadeur le qualifie. Et en effet, l'ambassadeur propose d'aider le musicien à la création d'une école de musique ainsi que pour son mariage. Cette ingratitude est la cause de son licenciement, même si le musicien revient peu de temps après au service du prélat. Donc il est licencié, il se fâche, il revient et tout ça est réglé par l'ambassadeur. Cet exemple montre la grande liberté dont entendent jouir les musiciens au service des princes. Ils négocient leurs conditions de salaire, exposent leurs besoins et peuvent changer de patron ou renoncer à des propositions de travail en fonction des offres qui leur sont proposées. Nous constatons que le rapport d'échange entre patron-client est beaucoup plus souple qu'on ne le pense. Nous constatons aussi que le rôle des ambassadeurs dans l'exercice de la diplomatie musicale consiste non seulement à recruter des musiciens et à négocier leur engagement, mais également à leur rappeler leurs obligations et à soutenir leurs projets musicaux et privés, comme l'école de musique ou le mariage, dans le but de les raccrocher au réseau clientélaire du prince qui les emploie. D'un côté, on rappelle les musiciens à leurs obligations vis-à-vis de leur patron du moment, et de l'autre, on les soutient dans leurs projets personnels, manière pour le patron de mieux contrôler les musiciens en les faisant ses obligés. Enfin, ces exemples montrent les rouages de la médiation des événements musicaux liés au cardinal Maurice de Savoie, un système qui lie réseau des princes et des musiciens, pratiques musicales et mise en œuvre technique. Qu'est-ce que c'est? Organiser, rétribuer, recruter, renseigner, négocier. Et cela produit la diffusion, la circulation et la création musicale. Voilà le mécanisme. Ce mécanisme dévoile enfin le lien étroit entre spectacle et politique. En conclusion, l'étude de la diplomatie musicale de marquis Ludovico Dallier permet de connaître une autre facette de ses fonctions d'agent de Charles-Emmanuel, du duc Charles-Emmanuel. En effet, l'ambassadeur organise des spectacles, recrute des musiciens, gère leur rémunération, leur loyer et s'occupe de leurs déplacements, de Turin à Rome et de Rome à Turin. Joue les intermédiaires pour l'attribution des postes et l'envoi des compositions musicales, facilite l'achat d'instruments de musique et écrit des poèmes et des livrets destinés à être mis en musique. On retrouve la fluidité de la diplomatie savoyarde dans la diplomatie musicale, même si cette dernière n'est pas pour autant un modèle à part,
puisque d'autres ambassadeurs, à la même époque, exercent une diplomatie musicale et culturelle similaire. Son éducation de noble, qui implique une formation intellectuelle portée sur les lettres et les arts, dont la musique, ainsi que son statut politique de diplomate, qui lui confère une place stratégique au sein des réseaux princiers, font de lui un connaisseur, et donc un conseiller et un recruteur artistique éclairé, mais aussi un artisan social de l'union de la poésie et de la musique, puisqu'il fournit les poèmes destinés au spectacle et aux fêtes, en même temps qu'il organise des événements qui leur donneront vie. Ce statut intermédiaire et d'intermédiaire, à mi-chemin entre les réalisateurs des événements sonores et les réseaux des princes, lui confère une place de choix au cœur des mécanismes du patronage musical nobiliaire et dans le processus de transfert culturel. Le rôle principal de l'ambassadeur d'Allier dans l'exercice de la diplomatie musicale réside dans les échanges et les transferts musicaux entre le duché de Piémont-Savoie et la ville éternelle. Il consiste plus précisément dans le déplacement de musiciens, de partitions et d'instruments de musique, mais aussi dans la détermination des thématiques de spectacle. Sur le plan musical, les conséquences de l'activité diplomatique de Dallier au service du cardinal de Savoie ne sont pas minces. Importation de la mode des castrats romains et développement du nouveau chant soliste et du théâtre musical à Turin, création du drame sacré et transplantation du ballet représentatif à Rome, dans l'autre sens. Dans le cas spécifique de la Maison de Savoie et dans le cadre de la représentation politique, on donne à voir des spectacles hybrides qui combinent le chant, le théâtre et la danse. Voilà ce qui rend intéressante et particulière l'étude de la diplomatie musicale piémontaise. L'examen des formes politiques des cérémonies, des spectacles et événements festifs en tant que langage politique et point de rencontre de la diplomatie et de la diplomatie musicale montre comment l'histoire diplomatique peut éclairer l'histoire de la musique de l'Italie de la première modernité. Merci. Merci Jorge pour ta communication qui met en lumière en fait peut-être un des tasseaux manquants dans notre constitution des rapports entre les patrons et les artistes, les musiciens, les musiciennes. Puisqu'en fait, souvent, ça n'est pas le cas, mais souvent, on ne sait pas exactement comment les deux interagissaient, et c'est vraiment exactement ce que tu montres. On peine à comprendre comment les musiciens pouvaient franchir le fossé social en fait entre le prince ou la princesse et eux, même leur statut beaucoup plus subalterne, même si on sait que la musique, comme l'a montré Stefano Lorenzetti, pouvait être un lieu où s'effacer un tout petit peu les hiérarchies sociales. Mais on voit bien à travers cet exemple de Ludovico Dagli comment les mécanismes se mettent en place et ce rôle d'intermédiaire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou bien dans la salle virtuelle, en sachant que je pense que Jorge peut répondre à des questions en italien sans problème, en espagnol aussi et sans doute aussi en anglais. Je me permets de... Sinon... Je peux peut-être en poser une pour lancer la discussion. Comment ? Ah, Don Fader, ok. Alors, je passe tout de suite Ah oui, je ne vous avais pas vu, Don, excusez-moi. Je vous passe la parole. Ah, merci. Je demande en français, je crois. Vous m'entendez ? Oui, ok. Je m'intéresse beaucoup à ce ballet qui est représenté en Rome. Est-ce que c'était un ballet français, mi-français italien? Qu'est-ce que c'est ce ballet? Très intéressant. Pardon. La question n'était pas finie? Si. C'est très intéressant parce que ce ballet qui est transféré à Rome, c'est ce que j'appelle le transfert de la francité. C'est pas parce que c'est de la perception d'une musique qui n'est pas française, mais qui est perçue comme française. C'est-à-dire que c'est le ballet qui est considéré dans le Piémont comme d'inspiration française, à 4 parties, représentatif parce que sans doute il est en même temps dansé, ou du moins joué
et sur des thématiques qui ont à voir avec des thématiques pastorales comme l'Arion ou la chasse ou le dialogue des fleuves de Turin, mais qui est perçu en tant que français, mais qui n'est pas français. Dans sa facture, il est italien. Donc, mais perçu à Rome comme français. Et d'ailleurs, les pages et les serviteurs du cardinal de Savoie sont habillés à la française. Et donc, c'est un canot particulier de la France qui n'est pas français. Pour ça, je parle de francité. Et donc, ce que disent les documents d'archives sur ces ballets, ce sont des ballets joués par des viols à 4 parties. Le seul témoignage, même si dans les documents d'archives n'est pas dit, mais j'imagine que ce sont les ballets, les musiche balli de Sigismondo d'India qui sont transférés forcément au palais du cardinal, parce que ce sont des ballets à 4 parties. Et les documents d'archives témoignent des réunions où l'on danse, des ballets, des passacailles, des courantes, mais le détail n'est pas donné dans les documents d'archives, mais on peut recouper les informations à travers les circulations, les répertoires existants. Et voilà ce que c'est ces ballets représentatifs qui sont perçus comme français, mais qui sont en réalité piémontais. D'où le terme hybridation. Et d'où Raphaël Legrand en parlait hier, le marqueur stylistique nationaux. C'est vraiment lié à la perception que l'on donne à la musique. Merci, c'est très intéressant. Très intéressant. Ouais. Et notamment une période où le cardinal est protecteur de la couronne de France. Merci beaucoup pour cette belle contribution qui ouvre dans le monde romain de nouvelles perspectives, surtout liées à l'Église qui ne sont les grandes églises des grandes nations, mais l'Église régionale aujourd'hui de l'Italie, qui sont très intéressants et je trouve très important les rapports avec la France. Donc les Piémont et la France. J'ai écouté beaucoup de musiques profanes. Je voudrais demander si tu as trouvé des musiques sacrées et s'il y a des sources musicales polychorales ou de quel type, de quelle typologie dans le mécénatisme de ces ambassadeurs et cardinaux. Merci. Merci Galgado. Le sujet de ce que j'appelle renaissance locale, c'est-à-dire les petites nations, qui ne sont pas si petites que ça, est passionnant puisque c'est par le petit que nous avons un éclairage de ce qui est plus grand. En ce qui concerne la France, c'est une période très importante parce que le cardinal de Savoie, par l'intermédiaire d'Allier, réussissent quand même à placer un musicien à l'église des Français. C'est quand même pas rien, 1625. Ça montre le pouvoir culturel et l'influence du cardinal. Quant à la musique sacrée, j'ai parlé du Saint-Eustache, qui est un drame sacré qui apparemment était très important, donc on n'a ni le livret, ni la musique. On a quelques documents d'archives, quelques paiements. Sur l'église des Piémontais, dont on a eu l'occasion de parler il y a quelques années, j'ai retrouvé des traces de musique qu'on pouvait donner pour la liturgie, les fêtes extraordinaires, les cérémonies extraordinaires, qui devaient ressembler à la musique de toutes les églises romaines, mais en plus petit. Mais je n'ai pas eu de détails sur les répertoires. Et je fais le rapprochement avec ce que pouvait être entendu à l'église des Espagnols, puisque Paolo Tarditi, on le retrouve aussi à l'église des Piémontais, ponctuellement, mais j'imagine que ça devait être un peu plus effectif. C'est tout ce que j'ai trouvé dans le domaine, dans la sphère sacrée, autour de cet ambassadeur et ce cardinal. Dunque, complimenti. Volevo solo dire che alcuni di questi musicisti io li ho trovati in un vecchio articolo che scrissi per Studi Musicali su Santa Maria Maggiore, i repertori e gli organici vocali e strumentali, quindi Paolo Bisogno e altri musicisti al servizio di questo personaggio sono citati. E poi volevo segnalare sempre che a Santa Maria Maggiore ho trovato addirittura dei nomi francesi alla fine del Cinquecento di Basson e Cornetta, dove sappiamo bene che a Roma
era impossibile trovare strumentisti salariati, quindi è un caso interessante di Santa Maria Maggiore. E poi volevo segnalare che il cardinale di Savoia è citato in 2 documenti del 1624. In uno dice sostanzialmente che nel collegio romano un nobile inglese, alunno di questo collegio, fece le pubbliche conclusioni dedicate al cardinale di Savoia, che vi intervenne con 15 illustri prelati e con altra nobiltà, essendo con tale occasione quel salone stato nobilmente apparato di broccati d'oro, tappezzerie, da detto cardinale di Savoia, e fatte per intermedi e musiche con sinfonie di vari strumenti. Quindi questo è un altro documento, credo interessante, del 1624. Quello che si trova negli avvisi della Biblioteca Apostolica, sì. Sì, questo l'ho confrontato con il giornale dell'Accademia. Questo è Questo è un avviso. all'Archivio Vaticano. Sì, sì. E c'è un altro avviso in cui si dice che i pagi del cardinale dopo la cena hanno ballato diversi balletti che sono stati graditi, eccetera, eccetera. E le date sono diciamo, fidabili, perché secondo il giornale dell'Accademia, l'Accademia si riuniva sempre il giovedì e quegli avvisi della Biblioteca Apostolica sempre sono il giovedì. In quanto a Santa Maria Maggiore, io non ho trovato, conosco molto bene il tuo articolo, che è molto, molto utile, ma non ho trovato, per esempio, la presenza di D'India a Santa Maria Maggiore, che è un musicista che è un po' indipendente, una carriera molto strana, molto, molto particolare, ma infatti quelli musicisti di cui hai trovato la traccia nella chiesa Santa Maria Maggiore sono, diciamo, il cardinale di Savoia assume il migliore nel momento, quello che fa a Roma quando arriva nel 1623. Il y a une question de Séverine Grélois sur Zoom. Séverine, si vous pouvez allumer votre micro. Voilà, j'ai remis le micro, merci. Enhorabuena, Jorge, d'abord. Et enfin, moi, ma question sera plutôt sur les textes poétiques. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on connaît de ces textes-là? Est-ce qu'on les a? Est-ce que, enfin voilà. Les textes poétiques de l'ambassadeur? Oui. Oui, justement, on n'a que le texte, tout ce qu'il a écrit pour la cour de Turin, il n'y a que le texte qui a été conservé. Oui, forcément. Il n'y a pas la musique. Et donc, parfois, on suppose que ça a été mis en musique parce qu'on arrive à retrouver la thématique dans un livre de musique ou mentionné comme un spectacle musical, mais c'est que le texte. Il y a, la Bibliothèque royale de Turin conserve beaucoup de volumes de textes manuscrits de Dallier, et ce sont des thématiques en vogue, hein. C'est rien de très original, si ce n'est que parfois ce sont des thématiques très turinoises, comme le fameux ballet des fleuves, où il fait dialoguer les trois fleuves, le turinois, ou la chasse, ou le mythe d'Arion. Le mythe d'Arion, qui est un mythe très piémontais, qui n'est pas Orphée chez eux, c'est Arion. Et je pourrais sans doute trouver d'autres. Le ballet des rois de la Chine, par exemple. Mais moi, était mis en musique par India. Et je pourrais te trouver d'autres textes. Heureusement, les textes conservés, c'est pour les musicologues. C'est plus gênant. On n'a pas la musique. Ils sont en italien? Ils sont en italien, ouais. Il y a quelques poèmes en piémontais, me semble-t-il. Mais c'est essentiellement l'italien. Et du point de vue formel, c'est en décasyllabes, heptasyllabes, enfin, c'est très, très... Ah bah ça, jamais... Faudrait que je m'intéresse au détail des poèmes. Je ne saurais pas dire comme ça quelle est la structure des poèmes. En tout cas, ce sont des poèmes en vogue. Hein. Oui, les sujets... Je vais regarder. En général, en poésie, les sujets sont... Comment dire? Les sujets sont effectivement transnationaux et pas... c'est pas là qu'on peut s'accrocher pour une analyse, en fait. Là où on peut s'accrocher, c'est souvent sur des choses vraiment très, 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 très formelles de métrique.
D'accord, je vais regarder ça. Donc, si tu veux qu'on regarde ensemble, ça me ferait plaisir. Ah oui, merci, c'est vrai. Voilà, ça m'intéresserait beaucoup. Bien, je vais être obligée de mettre fin à la discussion parce qu'on a déjà un petit peu de retard. Et je vais donc merci beaucoup Jorge pour ce beau moment.